Bon, alors moi, comme on n'est pas très nombreux, on va pouvoir être très interactif et pas finir à minuit, qu'on ne commence pas la semaine sur les rotules. Le but du jeu, c'est donc d'échanger autour du sujet que je vous proposais, qui était le sujet du site web pour le conférencier. Pour ceux qui ne viennent pas souvent aux causeries ou qui ne se rappellent pas comment ça fonctionne, l'idée c'est que chacun puisse intervenir sans autre précaution particulière. Et hello, hello, tu n'as pas ton beau t-shirt juste au mètre, je suis un peu déçu. Euh, pour intervenir, si jamais on est un peu plus nombreux après, ah, voilà. Ce qui est le plus facile, c'est de lever la main là où je ne sais plus comment on fait, de faire un petit coucou sur les outils là, et puis ouais, alors ça a changé maintenant, c'est un petit cœur, c'est réagir, on peut lever la main pour demander la parole, en fait, comme ça je vous la passe au fur et à mesure que vous. Hello David. Au fur et à mesure que certains veulent réagir, je vous vois parce que ça vous met tout de suite en haut à gauche de mon écran et comme il ne s'agit pas que ce soit un monologue, mais plutôt un partage d'expérience, vous êtes les bienvenus pour intervenir quand vous le souhaitez. Mm. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire ça en une heure et demie, enfin, c'est vous qui direz. C'est de brosser un peu le sujet, réactualiser, parce que les sites internet, ça fait 20 ans qu'on en fait, mais réactualiser un peu à l'heure actuelle avec le focus sur est-ce que je fais ou pas et qu'est-ce que je dois faire en tant que conférencier, à quoi ça sert, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marche plus, ce qu'il faut éviter, etc. Le premier point, à part David, je pense que les autres, on se connaît tous plutôt bien. Le premier point sur lequel vous savez que moi je suis très très attentif, c'est d'essayer de vous aider à vous donner un maximum de clés pour augmenter votre notoriété en tant que conférencier. Donc entre nous, on appelle ça même la micro-célébrité. Il ne s'agit pas forcément qu'on vous reconnaisse quand vous êtes à la crêperie en famille. Ça peut être utile, mais bon, enfin, ça peut être drôle ou chiant. Hello Magali. Euh, Bonjour. et, mais en tout cas, que si possible, les gens sachent que vous êtes conférencier ou conférencière sur votre sujet et donc n'hésitent pas à vous rechercher d'une façon ou d'une autre pour vous demander si vous êtes disponible le 22 novembre à 16 heures à Orléans. Et le site web vient prendre une place assez importante dans ce dispositif-là, parce que le moteur de recherche sur LinkedIn, il marche assez bien si on se rappelle de votre nom et de votre prénom et qu'on est déjà connecté, mais sinon, ça marche pas très bien. Si je cherche une conférencière musicologue, je crois que c'est Sophie ou Sylvie, mais je ne sais plus très bien, Google va m'aider, LinkedIn ne va pas du tout m'aider. C'est-à-dire que si je fais une faute d'orthographe à Sophie, il ne te trouvera pas, quoi. Donc, c'est ça l'intérêt majeur du site Internet, c'est d'être accessible et de pouvoir être référencé. Alors, Aïna nous rejoint. Ça veut dire que on peut être référencé. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Merci de nous rejoindre. Euh, c'est d'être évidemment référencé sur son nom, son prénom, mais aussi sur un statut de conférencier et pourquoi pas sur les sujets sur lesquels on a décidé de se nicher. Donc Aïna qui nous rejoint, elle, allez, je vais dire, si je tape conférencière sur le biomimétisme, il faut que je tombe sur elle. Il faut pas qu'il y en ait d'autres. Il faut que ce soit elle et que j'ai envie de l'appeler, et que j'ai envie de voir si elle est disponible pour venir faire une conférence chez nous. Donc pour moi, c'est ça le sujet principal du site internet. Et après, il y a plein d'autres sujets sur lesquels il va trouver sa place. Donc si je dois résumer pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Magali et Aïna, c'est ma priorité numéro un pour créer de la micro-célébrité de conférencier, c'est LinkedIn. Et là, et donc, il faut avoir la rigueur de publier régulièrement sur votre sujet et que les gens vous identifient bien comme conférencière.
L'outil numéro 2, c'est Google. Même si dans les faits, en réalité, quand on regarde les statistiques, et on s'est amusé à faire ça aujourd'hui avec quelques conférenciers qu'on accompagne de près, il y a plus de demandes de conférences qui arrivent par leur site web, et donc par Google, que sur LinkedIn. Mais c'est des proportions assez importantes, hein. Y compris pour des gens qui sont des stars de LinkedIn et qui font des grosses audiences. C'est plutôt du 80-20. Donc il y a 80% de demandes qui peuvent arriver en dehors de LinkedIn et 20% du chiffre d'affaires qui va se faire sur LinkedIn. Ce qui me semble inférieur à ce que j'imaginais, mais bon, ça typiquement, c'est ce que Michael Aguilar dit depuis 1 an et demi, et il nous l'a encore confirmé Mm. cette semaine. C'est ce que Virginie vit aussi. Elle me dit que tous les clients chez qui elle fait des conférences sont connectés avec elle sur LinkedIn, mais il y a quand même beaucoup de demandes de conférences qui arrivent sur son site web. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le site va être un aimant à lead de gens qui vous connaissent, mais pas très bien, et qui vont vous retrouver grâce à Google. Donc en tapant conférencière, biomimétisme ou musicologue ou justomètre, si je tape justomètre dans Google, je dois tomber chez toi. Euh, ou alors des gens qui vont taper sur un sujet. Conférencier sur le leadership, conférencier sur, je sais pas moi, le management. Et donc là, c'est des mots-clés où vous allez être évidemment plusieurs, mais où il y aura une course pour être, si possible, pas trop loin dans le résultat de la recherche de Google. Une de mes blagues préférées, hello Marie-Claire, une de mes blagues préférées pour ce soir, et donc je vais vous la faire tout de suite comme ça, je libère ma bande passante derrière, c'est de dire comment est-ce qu'on peut cacher un conférencier pour que aucun client ne le trouve? Eh ben, il suffit de le mettre sur la 4e page de Google. La personne ne le trouvera. Donc il faudra jouer quelque part, non seulement exister, avoir un site web, mais en plus être bien référencé. On est quand même un peu euh, tributaire de ce moteur de recherche. Donc je dis Google pour l'instant, même si je ne sais pas si vous avez compris que l'intelligence artificielle, hello Mathilde, Salut Léo. l'intelligence artificielle va peut-être bousculer un peu la donne. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres vecteurs de convergence vers votre site web que Google. Donc il y a déjà pas mal de gens qui sont sur Microsoft qui utilisent Bing, mais ChatGPT et d'autres plateformes d'intelligence artificielle générative sont en train de s'emparer de la recherche. Donc vous ferez non seulement vos postes de conférencier grâce à ChatGPT, mais peut-être que les clients vous trouveront aussi grâce à ChatGPT avec la fonction recherche sur Internet. Quoi qu'il en soit, ce site Internet, c'est donc votre espace, c'est votre boutique, en fait. C'est là où vous allez vous vendre. Et, et- et là, on peut vendre vraiment presque, j'allais dire, en one click. Sur LinkedIn, c'est toujours un peu délicat. On ne peut pas faire des posts de vente. Je suis conférencier à chaque fois. Il faut amener de la valeur sans dire pour autant, c'est ma meilleure conférence, et ma conférence, elle est pas chère, etc. Sur votre site web, vous allez bien mettre en avant tout ce que vous proposez. Donc, vous allez mettre vos conférences. On pourra regarder, c'est Camille Sirène qui disait, si vous voulez vous moquer, vous pourrez regarder mon site web ce soir. Je ne peux pas être avec vous, mais vous pourrez regarder. Il est pas si mal, son site web, hein, et puis en plus, il existe. Mais c'est vrai que, alors, probablement que la conférence est un sujet très important pour elle dans son équation économique, bah, c'est pas là-dessus qu'on tombe quand on ouvre la page de son site. Il faut aller dans un onglet où c'est mes conférences, et puis donc on n'est pas d'emblée sur le site d'une conférencière. Ce qui est dommage, puisque c'est une très bonne conférencière. Donc j'ai mes conférences et puis j'ai tout mon écosystème autour. Donc avec la plupart d'entre vous, on a déjà eu ces conversations. Vous êtes conférencier ou conférencière, mais vous faites autre chose. Vous faites de l'accompagnement, vous faites du coaching, vous faites de la formation, vous vendez des livres, vous accompagnez des dirigeants. Enfin, bon, il y a plein de choses qui sont des cordes à votre arc. Tout ça doit figurer sur votre site web, évidemment.
Enfin, en tout cas, peu. Mais je vous le recommande. Donc, mettez en avant ce qui est le plus important pour vous. J'espère que c'est la conférence. C'est pour ça qu'on travaille ensemble, mais c'est pas obligé. Et puis après, vous allez pouvoir mettre l'ensemble de votre offre. Et il ne faudra pas hésiter, hein, c'est un site web commercial. Le but du jeu, c'est que les gens vous trouvent, apprennent des choses et puis vous commandent. Premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas être trop éloigné de votre marque personnelle. Donc, si on a une marque personnelle, donc Camille, c'est la gymnastique du saumon ou les saumonettes, etc. Bon, et vraiment, elle met tout le paquet de son marketing sur le sujet. Euh, j'ai pas de problème pour que son URL soit la gymnastique du saumon.com. En revanche, si je tape Camille Sirène dans Google et que c'est pas camillesirène.com, je perds en efficacité. Donc, une des astuces, ce serait d'avoir les deux. Donc, j'ai ma marque, j'ai mon prénom et mon nom, et puis je ne fais pas deux sites. Celui que je fais en deuxième vient directement emmener tous les internautes sur le site principal. Donc si je tape virginiedelaland.com, j'arrive sur handicappower.com. Son vrai site, c'est handicappower.com, mais les gens se disent, je vais essayer de retrouver Virginie Delalande sur Google. Ou Virginie avocate, je ne me rappelle pas de son nom, etc. Donc c'est quand même un point important. Si vous arrivez, contrairement à moi, à récupérer prénom plus nom.com, c'est bien. Si vous tapez Eric Blo sur Internet, il y a un violoniste en Italie qui fabrique des violons, enfin un luthier qui fabrique des violons, et c'est c'est lui qui a le site web. Bon, bah voilà, j'y peux rien. Mais en tout cas, c'est le premier point qui est très important. Très important parce que ça veut dire que c'est votre site Internet, si les gens tapent votre prénom et votre nom, c'est votre site Internet qui sera en premier sur la liste de résultats. Donc vous ne serez pas caché en quatrième page. Et vous serez avant tout le reste. Vous serez avant LinkedIn, vous serez avant Wikipédia si vous avez une page Wikipédia, vous serez avant tous les gens qui parlent de vous, etc. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que ensuite vous gérez, vous, la relation avec votre prospect de manière efficace. La relation pouvant être remplir, enfin télécharger ce truc que j'ai prévu pour vous qui est gratuit, et puis laissez-moi votre email et ça. Donc après, vous pouvez faire de la base de données derrière. En gros, vous commencez à vous détacher de situations un peu de dépendance qu'on a avec LinkedIn ou avec d'autres plateformes dont on n'est pas les propriétaires. Si vous faites votre site internet, j'allais dire un peu à l'ancienne, avec un développeur, vous serez propriétaire de votre site web et de vos sources. Ce qui n'est pas le cas si vous allez sur un Wix ou sur quelque chose comme ça, ou sur Squarespace, etc. Vous n'êtes pas propriétaire. Si eux, ils arrêtent, bah, vous perdez tout, y compris votre audience et y compris les investissements en référencement et tout ça. Mais en tout cas, il y a une possibilité de faire en sorte que tout ça vous appartienne et que ce soit définitif. Donc ça, c'était pour l'URL. Le deuxième point, vous l'avez compris, c'est pas parce que vous êtes inscrit quelque part, que vous avez créé un site web ou même vous êtes inscrit sur les speakers, que tout le monde va vous trouver et que ça va générer beaucoup de demandes, etc. Il faut ensuite le faire savoir. Le faire savoir sur un site web, c'est le référencement pour que Google vous repère bien. Là-dessus, il y a plusieurs choses que je peux partager avec vous. Et vous n'hésitez pas à lever la main et à demander la parole si jamais c'est pas clair ou si je pars dans du verbiage un peu trop techos. En gros, les pages, il faut qu'elles aient des mots-clés, qu'on appelle les meta-keywords, qui permettent au moteur de recherche de savoir que sur cette page, on parle conférence, sur cette page, on parle stage, ou on parle formation, etc. Donc, il ne suffit pas d'utiliser un framework pas cher et puis de mettre une jolie photo de vous et de mettre conférencière pour que ça marche. Il faut aussi le référencer, donc pouvoir aller un peu dans le code et puis rajouter comme ça ces éléments. Il y a un autre point qui est très important pour les SEO et qui est une prestation un peu payante mais qui n'est pas très chère, qui est de faire en sorte qu'il y ait d'autres sites qui pointent vers vous.
Donc des gens qui parlent de vous sur Internet. Et ça va augmenter, le, le mot m'échappe, mais ça va augmenter l'autorité de votre site web. S'il y a plein de gens qui publient des articles sur votre marque, sur votre .com, naturellement, il va augmenter dans un classement qui fait qu'après, Google ne va pas hésiter à le mettre très vite dans les résultats de recherche. Donc, si je fais une recherche d'un conférencier management, bah, il est fort probable que ceux qui vont sortir sur la première page ou les deux premières pages sont ceux qui ont ce qu'on appelle des backlinks le plus nombreux et des backlinks depuis des sites qui ont cette autorité à référencer. Par exemple, si des journalistes vous interviewent et que vous réussissez à faire en sorte que quand ils publient une interview, ils n'hésitent pas à mettre l'adresse de votre site internet, là, c'est le tour gratuit de manège, quoi, hein. Vous gagnez beaucoup de points. Parce que les sites de presse sont évidemment une grande autorité. Parce qu'ils drainent beaucoup de trafic et que, ils sont réputés être fiables. On peut acheter des mots-clés, enfin, on peut acheter des backlinks, pardon. C'est pas interdit, ni par Google, ni par qui que ce soit. Contrairement à acheter des faux profils followers sur LinkedIn ou Instagram. Donc là, vous pouvez le faire et euh, j'allais dire presque, il ne faut pas hésiter, quoi, parce que c'est marrant de tester, ça peut faire aider à démarrer un site web. Le truc est pas complètement inutile et c'est pas très cher. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux premiers points, sur le nom du site et puis sur son référencement? Sinon, je continue. Alors, moi, je ne savais pas qu'on pouvait acheter des backlinks. Je suis ravie de l'entendre. Pas cher, ça veut dire quoi? Bah, c'est quelques centaines d'euros, quoi. C'est pas. Ok. Et vers des sites, j'imagine que le prix est fonction de la qualité et de l'audience du site en question. Ouais, c'est ça. En gros, c'est un peu. On paye un peu l'efficacité. Mais c'est des choses qui sont. Bon, je pourrais vous faire passer. Dans les causeries, je vous ferai passer quelques infos là-dessus un peu plus précises. Hello, Linda. Mais c'est pas. Enfin, honnêtement, c'est pas très cher, quoi. C'est du travail d'ordinateur. Derrière, on paye des robots. Donc, Ouais. ils sont pas très chers. Ils font du volume, quoi. Ok. Et la centaine d'euros, c'est quoi? C'est sur une durée limitée? C'est quoi? C'est un genre par mois? C'est un genre quoi? Ouais, non, c'est souvent définitif, en fait. D'accord. Ok. C'est-à-dire qu'ils viennent injecter des liens dans des sites web vers votre site. Ok. Ok. Super. Ben, ça vaut le coup d'explorer. Ça vaut le coup d'explorer et puis ça vaut le coup aussi d'avoir le réflexe de le faire de manière organique. Oui, C'est-à-dire aussi. que vous le savez, hein, les relations avec les journalistes, pour moi, sont des points importants pour vous faire connaître en tant que conférencier. Donc, dès qu'il y en a un qui sort un bouquin, je dis, mais là, il faut vraiment tout de suite faire en sorte qu'il y ait des journalistes qui parlent de vous. Et franchement, les journalistes, quand ils vous reçoivent, ça veut dire qu'ils sont déjà convaincus, intéressés par votre sujet, le fait que vous ayez sorti ce bouquin et le fait que vous fassiez des conférences, ça va peut-être pas sortir facilement dans l'interview. En revanche, de dire, bah, et puis si vous voulez avoir plus d'infos sur Marie-Claire, voilà son site web, ça, ils le font quasiment tous, de manière sympathique. Donc, faut pas hésiter. Parce que là, ils n'ont pas l'impression de, de faire de se transformer en VRP pour la personne qu'ils interviewent, mais de dire, bah, si vous voulez aller plus loin et puis rencontrer, ils ont mis quelqu'un en lumière, bah voilà, c'est, c'est l'adresse qu'il faut suivre. Ça fait Ok. des beaux backlinks. Ça marche bien. Ok. Euh, Alors, je sais que c'est pas le sujet du soir, hein, mais puisque tu en parles, à propos de RP, est-ce que tu as des gens à recommander? Est-ce que tu as, bon, en dehors de ce que vous faites chez les speakers, mais est-ce que tu as un socle de base que tu partages? oui, je partage ça. Je peux vous mettre en relation avec des attachés de presse. Moi, je fais pas ça du tout hein, chez les speakers. En effet, on a des attachés de presse avec qui enfin, qu'on met en contact avec nos conférenciers. Elles sont plutôt spécialisées sur la sortie de bouquins de conférenciers. Mais oui, Parfait. oui, il y en a avec qui on travaille depuis quelques années et qui ont de très très bons résultats. Donc,
Ok, donc dès que le bouquin est prêt, là, en ce qui me concerne, premier trimestre 2025, c'est là qu'on fait Oh, Eric. Alors, le rétro-planning idéal, c'est 2 mois avant la sortie du livre, de parler avec l'attaché de presse. Pour anticiper un peu sur son agenda, parce qu'elles ne peuvent Ouais. pas prendre 40 clients, et donc qu'elle ait le temps de lire, etc., et puis de réfléchir à la stratégie, c'est-à-dire quelle base de données journalistes en fonction du sujet et tout ça. Et c'est Donc ça veut pour les- dire et ça veut dire que l'éditeur est déjà choisi. Oui, C'est-à-dire que si on est en mode auto-édition, les attachés de presse ne travaillent pas. ouais, ouais, Parce que les journalistes ne travaillent pas non plus. Donc, Après, je suis désolée, hein, je continue sur le sujet, j'espère que je coupe la parole à personne, mais Non, c'est intéressant. à propos d'éditeurs, il y a éditeur et éditeur, donc auto-édition, là, ça sera pas pour moi, mais il y a, allez, on va dire, Erol et, merde, comment il s'appelle l'autre Duno, voilà, Erol et Duno, ok. Moi, je me suis fait bananer, ils en ont pas voulu. Et puis, il y a les autres, qui sont des plus petits éditeurs, éditeurs néanmoins, mais plus petits éditeurs. Et moi, ça m'a semblé important d'être édité, même si j'ai pas réussi pour le premier à décrocher Duno et Erol. Est-ce que tu vois j'ai bien compris que tu fais une différence entre auto-édition et édition, mais parmi les éditeurs, est-ce que la hiérarchie existe réellement? oui, mais j'ai tellement de choses à dire sur le sujet que Ça je voudrait pense qu'on une va faire une causerie. causerie sur le sujet. J'ai énormément de choses à dire là-dessus. En tout cas, quand même, pour pas te laisser au milieu du gué sur cette question pertinente, c'est si tu es un éditeur, déjà c'est bien. Même si le journaliste connaît pas ton éditeur, c'est pas très grave. Par contre, si t'as pas d'éditeur, le journaliste, il te reçoit pas, ou alors vraiment, c'est le meilleur ami de ton attaché de presse. Et si t'as pas d'attaché de presse et que c'est toi qui cherches à te faire inviter par des journalistes, eh ben, Bonne chance. bah, ça va prendre beaucoup de travail, quoi. Et Ouais, évidemment, c'est beaucoup de travail qui est pas rémunérateur, parce qu'on gagne pas sa vie en vendant des bouquins. on est d'accord. Si déjà on arrive à en vendre en complément de la conf, on est content. Ouais, non, mais ça, en revanche, c'est quand même l'astuce. C'est Euh, pour le coup, les conférenciers qui ont des bouquins vendent vraiment beaucoup de bouquins. mm. Ouais, ouais, ok. Ok. Moi, au-delà de tout ce que m'apporte en bien-être et en mal-être l'écriture du livre, parce que c'est pas toujours fluide, moi, je l'ai vu comme ça. Je me suis dit, le prospect qui hésite entre conférencier A et conférencier B, bah, celui qui a un bouquin a une petite longueur d'avance, quoi. Le même calcul. Ok. Mais vraiment, je Et donc, note que la prochaine causerie sera sur ce sujet-là parce que j'ai beaucoup de choses à dire, que ouais. je crois avoir dit à plein de gens que je croise, mais pas dans ce format-là. Et puis, je pourrais même inviter des gens qui peuvent témoigner sur l'année où j'ai sorti mon bouquin, j'ai vendu 2 fois plus de conférences que l'année d'avant. Et ça, on a des cas qui sont flagrants, quoi. Mais Eric, idéalement, pas que du Duno et du Hérol, s'il te plaît. Ouais, ouais, non, mais enfin, Voilà, tu vois ce que je veux dire? en fait, si tout va bien, il y aura une maison d'édition, les Speakers, en 2025. Ouais! Donc ça fait partie de mes objectifs. Et Entre je dans sais. du business non rémunérateur? Comment ça se fait? Non, non, mais parce que j'ai craqué le code. Et donc je veux le faire craquer aussi aux conférenciers. Et je fais ça avec quelqu'un qui est éditeur depuis 20 ans. Donc, Le code tu parles du code de l'édition, tu parles du code de la oui, rédaction du bouquin. le code globalement. Ok. C'est pourquoi on le fait, combien ça rapporte, à qui, combien ça ne rapportera plus à ceux qui se gavent sans légitimité, etc. Donc c'est ça qu'on veut lancer. Mais j'ai pas fini de travailler là-dessus, mais l'équipe est réunie. On a encore un peu de business plan à faire, mais a priori, on doit pouvoir sortir ça en janvier. Donc Ok. après, j'annoncerai ça à tous les conférenciers, parce que là, ce sera évidemment un travail euh,
pour les conférenciers. Cette maison d'édition n'éditera pas des gens qui font pas de conférences, Ok. mais on sera dans une priorité qui sera donnée. On n'éditera pas des bouquins qui sont pas lisibles, parce que les gens auraient tout fait en 2 jours avec ChatGPT et que ça ne crée pas de valeur, etc. On essaiera d'amener un comité de lecture, mais on sera attentif, un peu comme je le fais avec les conférenciers d'ailleurs, hein. On peut s'inscrire sur les speakers sans que je connaisse la conférence. On n'a pas besoin d'être mon meilleur ami pour être sur la plateforme. Sur l'édition, évidemment, on lira les livres et puis il y aura de l'accompagnement qui sera fait, mais bon, encore une fois, je peux parler 3 heures là-dessus. Donc, Ouais, mais et on j'ai est pas bien du tout d'accord. fini le sujet d'Internet. Donc, on n'est pas en train de parler de. On est bien en train de parler de bouquins écrits par des humains. Ouais. Bien Oui, sûr. mais on peut se faire aider par l'intelligence artificielle, ça ne me gêne pas. Mm. Mais il ne faut pas que ce soit du livre automatique ChatGPT, c'est sûr. Ouais, d'accord. Ni du Amazon KDP. Voilà. En Ok. revanche, si je peux intervenir, Oui, bien sûr. oui, en revanche, si je peux intervenir, effectivement, pour avoir voulu vendre des conférences, souvent on me demandait, est-ce que vous avez écrit un bouquin? Et quand on présente des bouquins à des maisons d'édition, c'est pas si simple que ça. Mm. Ouais. Donc on tourne un peu en rond pour, pour vendre des bouquins, il faut d'abord vendre des conférences, et pour vendre des conférences, ils aiment bien qu'on ait écrit des bouquins avant. Voilà, c'est ça. Donc on va arrêter de tourner en rond. C'est un peu l'objectif. Ouais. On va mettre un coup de pied dans Ouais. la Une fourmilière et puis. chose, Oui, oh, David? pardon. Oui, Ah, j'entends. bonsoir. Je suis sur la route comme un peu compliqué du coup de c'est la caméra. Mais merci pour les partages. Et c'est vrai qu'au niveau de l'édition, en fait, je pense que tout est une question de stratégie. Et c'est ce que tu partageais tout à l'heure, enfin, depuis tout à l'heure, et notamment avec le site web. Parce que, en fait, au final, si l'objectif, c'est de promouvoir son activité de conférencier, bah, évidemment, avoir un éditeur, c'est intéressant. Après, moi, j'ai publié des bouquins aussi. Donc, j'ai les deux formules, hein. Il y en a un qui est édité en maison d'édition et d'autres qui sont en auto-édition. Ben, ça peut suffire. Donc, encore une fois, tout dépend de l'objectif qu'on va avoir avec le bouquin. Si c'est pour transmettre un message, pourquoi pas générer des points d'entrée pour des accompagnements qu'on fait, etc. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un éditeur. Par contre, effectivement, ça donne du crédit d'avoir un éditeur. Et puis, ça permet au livre d'être Oui, distribué dans la majorité des librairies. Attention que distribuer, ça ne veut pas dire être dans les rayons, hein, parce Ouais. que ouais, c'est pas parce qu'on est disponible dans les librairies que les libraires prennent nos bouquins et les mettent dans les rayons. Donc c'est Loin aussi de là. ça, Loin c'est de une là. réalité aussi, je pense, importante à dire parce que on peut croire que quand on est édité, on est visible partout. C'est pas en fait la réalité malheureusement. Il y a ma compagne est libraire et il y a des centaines de sorties par mois. Donc voilà. Enfin, c'est juste un partage, mais c'est pas le thématique du jour, mais du coup j'ai juste rebondi merci. et avec plaisir pour continuer à échanger sur tous ces sujets. Promis, on abordera, enfin on essaiera, merci beaucoup David, on abordera ce sujet, on essaiera d'aller au fond du truc, enfin en tout cas de bien faire le tour. Et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par les uns et les autres sur le sujet. J'ai pas d'objection, votre honneur. Si je reviens à ma petite stratégie de référencement du site Mm. Internet, il y a une chose que Google aime depuis très longtemps, en fait, depuis le début, c'est des sites Internet qui bougent. Donc, autant on a dit tout à l'heure, le site Internet va être votre outil de vente, un outil commercial, ou en tout cas d'attirer le chaland. Mais ça peut pas être simplement une vitrine qu'on refait jamais, quoi, qu'on ne bouge pas. Donc, il faut qu'il y ait des nouvelles pages qui soient créées, il faut qu'il y ait du contenu qui bouge. Et le plus simple pour vous, c'est d'avoir un blog intégré dans votre site web. Je dis que c'est le plus simple parce que comme vous publiez tous beaucoup sur LinkedIn, en tout cas presque tous, et que ce contenu sur LinkedIn, il a une durée de vie de 3 jours, comme un bouquin chez un libraire a une durée de vie de 10 jours, bah, il faut bien après tout ce travail que vous avez fait pour produire de la valeur, pour produire du contenu qui intéresse de l'audience, il faut bien le mettre à disposition quelque part. Rien de tel que de le mettre à disposition sur son site web au sein d'un blog.
Et le blog est un bel aimant à référencement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut recycler, donc on peut avoir une logique un peu éditoriale pour dire, bah voilà, je parle de ça, et je parle de ça mardi sur LinkedIn, et puis 10 jours après, ce sera sur mon blog, et ça va revenir dans la rubrique X ou Y ou Z de mon blog. Ce qu'on ne peut pas faire sur LinkedIn, c'est pareil, on publie, alors, on met bien quelques hashtags, mais on publie sur son fil, point barre, quoi. Et donc là, on va pouvoir organiser un petit peu ses idées, supprimer un billet qui après nous dérange, remettre en avant un billet qui est important, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me semble pas très compliqué en termes de charge de travail, mais qui peut être très efficace en termes d'optimisation de votre notoriété et de la visibilité que vous aurez sur les moteurs de recherche. Donc tout ça pour dire que on est dans cette logique de visibilité de votre offre. Et donc, comme je parle d'offre, je passe à mon deuxième point pour ce soir, qui est quid du client. Comment ça se passe dans la relation client vis-à-vis de son offre. Donc, on a déjà dit des choses. C'est un peu comme le bouquin, donc c'est normal que vous ayez fait le parallèle, ça rend les choses légitimes. Mm. Il y a 25 ans, mon métier, c'était de vendre des sites web à des entreprises. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas son site web. Il y a beaucoup de conférenciers qui n'ont pas encore leur site web. Donc, si vous voulez vous mettre au même niveau que la PME ou la grande entreprise, il vous faut un site web de telle sorte que quand les gens vous regardent, vous existez comme eux. Vous êtes un peu dans les mêmes codes. Alors ici, il ne s'agit pas de faire un site web avec la relation des actionnaires et montrer la dimension internationale de votre groupe, hein, ce n'est pas le sujet. Mais quoi qu'il en soit, c'est normal que les gens vous trouvent sur Google autrement que trois photos et deux articles sur LinkedIn, quoi. C'est normal pour eux. Donc ça renforce la légitimité. Comme le bouquin. Je veux dire, la plupart des gens qui me demandent si ce conférencier a écrit un livre, ce que disait Sylvie tout à l'heure, bah, n'empêche que ils vont pas le lire, le livre. Non. Mais si je leur dis, bah oui, oui, il y a un livre qui est sorti l'année dernière, le titre c'est ça, et que j'envoie la première de couverture, et pourquoi pas la quatrième, ah, c'est génial. C'est c'est quelque chose. Sophie, tu voulais intervenir? Ben, je voulais renchérir un petit peu pour ce que tu disais, Eric. Moi, j'ai un site web depuis 5 ans, je pense, à peu près. Et j'ai moitié bouche à oreille et moitié par mon site internet. Hmm. Voilà. Bah oui. Et peut-être même que le site internet nourrit un peu le bouche à oreille. Et sans doute. En tout cas, il peut faire partie du sujet. Donc la légitimité, c'est le point que je voulais évoquer. Et le deuxième point dans la relation client, c'est aussi que le client découvre l'ensemble de votre écosystème. Donc, ça veut dire que si vous avez aussi des produits et services, des formations, des livres, des retraites en Ardèche ou je ne sais pas quelle proposition de valeur à apporter à vos clients, ça va figurer sur votre site web. Donc, euh, je pense qu'il faut que ça figure dans les rubriques suivantes, mais n'empêche que c'est intéressant tout de même. Et c'est intéressant tout de même aussi quand vous allez faire votre commercial ou que je le ferai avec vous. Moi, dès que j'ai vendu une conférence, je me dis, ce client, qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme proposition de valeur au-delà de la conférence qu'il vient d'acheter? Donc, est-ce qu'il voudrait pas le livre et l'offrir comme goodies aux gens qu'il va inviter dans son événement? Est-ce que sur ce sujet-là, une fois que la conférence aura fait euh, son, euh, son rôle d'ouvrir les chakras, d'inspiration, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un accompagnement? Qu'est-ce qui se passe 6 mois après? Est-ce qu'on a une piqûre de rappel ou un processus qui va plus loin? Donc, on va parler de formation. Est-ce qu'on a des produits en ligne? Enfin, le but du jeu du conférencier, c'est à un moment donné de pouvoir en vivre de cette activité. Et je conseille de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que, par exemple, on ne fait pas de conférences en entreprise pendant les vacances scolaires. Donc, si vous avez besoin de 5 mois de vacances, vous avez choisi le bon job. Mais
Pendant ces 5 mois, vous avez aussi envie d'avoir des revenus, il faut des offres complémentaires qui, elles, sont asynchrones, quoi, qui peuvent être consommées par les gens, même s'ils ne sont pas tous réunis, et même si le directeur de la communication interne n'a pas choisi cette date pour eux, quoi. Donc c'est là où je disais les produits numériques de, de suivi, d'accompagnement, de formation et tout ça sont utiles et trouveront la place dans le site web. Et ça va muscler le site web en fait. Ça va aussi créer plusieurs rubriques, plusieurs pages, donc ça va augmenter votre légitimité et ça va augmenter le référencement. Alors, on va dire par exemple Linda qui pourrait faire des conférences depuis longtemps, mais qui fait aussi de l'accompagnement de dirigeants, mais qui fait aussi des événements, les Yellow Days à Toulon. Bah voilà, tout ça, on voit bien les rubriques qui vont naturellement, pourquoi pas, venir nourrir ce catalogue, cette vitrine. Dans les don'ts, il y en a un auquel je pense immédiatement, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup il y a 3 4 ans et qu'on ne fait plus du tout maintenant, c'est de faire un site one page. C'était Hmm. très élégant, je trouve. Le site d'une page avec le conférencier très très beau en haut, son nom écrit à la main. Et puis après, tout ce qu'on vient d'évoquer, toutes les rubriques, toute l'offre était sur une seule page. En fait, c'est une catastrophe en référencement. Ça reste très élégant, ça reste navigable. Il suffit de mettre des encres, machin, donc on met des fausses rubriques, mais et puis ça nous fait avancer dans la page, ou alors on scrolle. Et comme les gens adorent scroller, ça marche bien. Mais c'est une catastrophe en termes de référencement pour Google, donc il faut surtout pas aller là-dessus. Donc il faut vos différentes rubriques et puis pouvoir les alimenter, structurer un petit peu tout ça. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette partie plus relation client? Mhm. Moi, j'ai une question pour Sophie. Sophie, tu disais 50% du business via le site, 50% du business via le réseau, le bouche à oreille, et les réseaux sociaux là-dedans. Eh bien, je t'avoue, Marie-Claire, que c'est vrai que j'ai pas été hyper active sur LinkedIn. Maintenant, je me réveille quand même un peu. Mais Insta? j'ai fait quelques newsletters, j'ai fait quelques conférences en ligne aussi sur LinkedIn. Mais ça, c'était l'année dernière. Et après, j'ai été quand même très happée par mon travail et j'ai arrêté. Donc, en étant honnête, les gens me suivent. Je sais plus combien j'ai d'ailleurs faut que je regarde, je vais te dire combien j'ai sur ma page, combien j'ai de followers, c'est ça? Je connais pas trop Oui, les abonnés. le, voilà, c'est ça, les abonnés. Je vais vous dire quand même rapide, ça y est, j'y suis. J'ai 1338 abonnés. Je sais pas si ça vous dit beaucoup ou pas. Donc, on me suit pas mal, mais j'ai pas relevé des clients à cause de LinkedIn. Et tu me parles des réseaux sociaux. Je ne suis que sur LinkedIn. Absolument pas Facebook et autre chose. Non, Insta, c'est Instagram. Instagram, alors comme je suis aussi conférencière, et avant, hein, initialement, c'était surtout pour les salles de concert. Ça fait que 6 ans que j'interviens en entreprise, mais 20 ans dans les salles de concert. Alors Insta, c'est très, très, très employé par les musiciens. Le classique, hein, je suis dans le répertoire classique. Et je m'y mets de temps en temps, mais ça reste un peu... je suis pas très, très bonne. Je réagissais, Eric, à un post de Michael Aguilar là récemment qui disait faudrait pas que je perde en substance, hein, faudrait pas que je perde LinkedIn parce que c'est 20% de mon business. Oui, il dit ça depuis longtemps, hein. C'est Ça a un chiffre. paru énorme, moi, 20% du biz. Ça paraît énorme. Moi, non, non, pour Michael Aguilar, je ne pensais pas que ça représenterait ça pour lui. Moi, je pense que ça représente plus. Ah, ok. Je pense qu'il sous-estime. Je pense qu'il sous-estime. Il a plus de 300 000 abonnés. Oui, 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 j'ai bien vu, ouais, il avait même Il 400. publie plusieurs fois par jour Ouais. et il fait 100 conférences par an. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait que 20 qui viennent par LinkedIn, franchement. En revanche, que les gens ne le contactent pas via la messagerie LinkedIn
Parce que quand tu as 300 000 abonnés, la messagerie, elle est saturée. Mm. Ne peut pas répondre à tout. Donc les gens le contactent différemment, appellent son cabinet, passent par son site web, récupèrent son mail et lui envoient un mail. Ça, je comprends. Et donc lui, il les comptabilise pas comme venant par LinkedIn. Mais écoute, deux, trois fois, il s'est fait bannir de LinkedIn. Ouais. Et nous, enfin, Michael est dans un petit groupe dans lequel que j'anime où il y a 15 conférenciers. Les fois où il s'est fait bannir, il était aux urgences, hein. Euh, Arrêt cardiaque, AVC, paraplégie, enfin tout, la totale, hein. Il pouvait plus bouger. Et donc, Comment on peut faire, comment on se fait bannir de LinkedIn? ah Se faire avoir bah, des posts il, prise il de su- position? il suffit de faire un post un peu, ouais, Vivant. un peu violent sur un sujet, et puis qu'il y ait des gens qui te dénoncent. Ah. Donc c'est très, Personnellement, LinkedIn, ça représente 90% de mon chiffre d'affaires et donc effectivement, il est urgent que je fasse un site internet parce que je suis totalement dépendante de cette plateforme. Si elle plante, je suis en PLS aussi pendant quelques temps, je pense. alors, l'astuce, enfin, ce sur quoi on travaille avec les Power Speakers, c'est de dire il vous faut des fichiers de vos clients. Donc, tu vois, là, je pense qu'il y a un an et demi à peu près, il a démarré sa chaîne YouTube. Mais tu vois, dans cette équipe-là, j'ai un autre conférencier qui s'appelle Até Chouette, qui est un ancien pilote de chasse. Lui, il a une chaîne YouTube où il fait plusieurs millions de vues par mois. Il n'est pas sur LinkedIn, enfin, il y est, mais il y passe que rarement, en rase-motte, quoi. Mais en revanche, sa chaîne YouTube, elle est phénoménale. C'est-à-dire que c'est ça son driver de demande de commande. Donc en réalité, on peut bien choisir le canal qu'on veut, mais ce qui est pas mal, à un moment donné, donc tu peux rester sur LinkedIn, je crois, Mathilde, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, il faut que tu arrives à capturer quand même les contacts des gens qui sont tes fans. Les gens qui Ouais, sont bah, tes c'est ça le clients, truc. les gens qui peuvent te recommander. Donc, ou ils s'abonnent à une newsletter que tu vas mettre sur ton site web ou ton blog, ou tu vois, sur le site web, avoir le truc. On avait fait ça pour Stéphane Moriou, par exemple. Lui, donc, pareil, un gros donneur de conférences, hein, parti, à mon avis, du top 50 en France. Et ben, on a fait un site web pour lui, un site web sur son thème, le feedback, un site web sur son livre, et puis la stratégie LinkedIn. Donc en gros, si je lui dis, écoute Stéphane, on va faire un lead magnet, on va offrir à tous ceux qui le souhaitent les 10 points à retenir sur le feedback. D'accord? Donc il a designé, il y a un petit truc qui tient sur une page, qui est très joli, et qui dit, c'est quoi les 10 règles pour comprendre le feedback? Et ça, bon, bah, pour le commander, pour l'avoir, il suffit de laisser son mail, puis de dire dans quelle société on Ouais, travaille. je l'ai déjà ce truc en plus, il faut juste que je le Tu vois? fasse quoi, mais c'est toujours le problème. Donc après, oui, c'est ça, c'est toujours un peu le problème, c'est qu'après, il faut gérer un peu le bousin sur l'ordinateur, quoi. Mais n'empêche que c'est... Ouais, c'est ça. alors, t'es moins attaquable que d'autres conférenciers, tu vois, qui peuvent être un peu polémiques. Toi, tes sujets, enfin, les gens ont plutôt envie de t'envoyer un bouquet de fleurs que de te cracher à la figure, donc c'est moins gênant, Oui. Bon. moins en danger. Mais je pense qu'en effet, il faut être prudent parce qu'on ne sait En fait, pas. moi, j'ai plutôt peur de me faire hacker parce que quand on passe la cape des 10 000 abonnés, j'ai plus peur de me retrouver en harsonnage, rançon et compagnie, comme ce qu'on a vu sur Instagram qui commence à arriver sur LinkedIn, en fait. Et là, on se fait, enfin, voilà, est-ce qu'on paye pour récupérer son compte? Comment est-ce qu'on fait pour récupérer son compte? C'est des trucs qui, moi, c'est plus ça qui m'inquiète que de me faire, effectivement, bannir de LinkedIn. Ça, je pense pas que sur les sujets dont je parle, je me fasse bannir, mais piquer un Alors, compte, ça, je pense que ça peut ouais, arriver. alors, le hacking existe aussi pour le site web, hein, si on revient sur notre sujet. Oui. On s'est amusé avec mon IT manager là, à regarder un peu quelques sites de conférenciers à l'international de regarder comment ils étaient protégés. Donc lui, c'est pas un hacker, mais il peut me dire si le site est hackable ou pas, quoi. Bah, il y en a beaucoup qui le sont. Dans ceux qu'on a regardés, c'est 85%, quoi. Donc 85% peuvent être hackés par un robot.
parce que bon, alors, le mot, je crois que je ne fais pas d'ânerie, c'est est-ce qu'on peut brute forcer un site web? C'était ça son verbe là, brute forcer. En gros, c'est on envoie des millions de combinaisons code admin et mot de passe et on essaye d'ouvrir le site. Et évidemment, comme nous, on est des gentils utilisateurs, on a à peu près le même mot de passe partout, hein, sur LinkedIn, sur Instagram, sur notre compte en banque et sur notre site web. Ce qui est vraiment malin, quoi. Donc, quand ils ont brute forcé un truc, bam, ils ont tout, quoi. Et là, c'est vrai qu'il faut. Alors, je dis, OK, on fait quoi? On fait quoi? Bah, c'est pas très compliqué en réalité. Ce qu'il faut, c'est que quand il y a trois tentatives de la part de la même adresse IP, il faut bannir l'adresse IP. Donc un principe de base de la sécurité, c'est ça. Et ça se programme, c'est trois lignes de code dans le site web. Ne pas le faire, tu vois, Mathis, c'est un peu aussi dire, bah, alors je me sécurise, j'ai mis mon truc là, mais il faut le faire aussi. Sur LinkedIn, tu peux pas le faire. Tu peux juste essayer d'avoir un mot de passe qui soit pas trop trivial, quoi, pas le prénom de ton chat, mais sinon, il faut réussir à être vigilant là-dessus. Tu as soulevé un point important. Est-ce que tu connais, enfin, parce que moi, j'en suis pas encore au stade où à faire développer mon site, tu vois, je me dis déjà si j'ai une première vitrine, on va dire pas Wix non plus, mais ou un WordPress, je sais pas, est-ce que tu as d'un point de vue technique, des sites à nous recommander ou enfin, comment est-ce qu'on peut faire si on n'a pas, pour le moment, moi, ça fait 1 an que je fais des conférences, j'en suis pas encore au stade, je pense, où je vais faire développer mon site par un pro, tu vois, je voudrais déjà avoir un premier site. Si tu as des contacts, enfin, des idées de sites vers lesquels s'orienter. Bon, promis, je vous mettrai ça aussi dans le WhatsApp des causeries. Je ferai ça en conclusion. Nous, il y a une offre qu'on va proposer, qui est pas très compliquée, mais qui est pas en effet sur un framework de base, mais qui représente quand même je crois on arrive à être à 3 000 € pour développer un site de conférencier dans les règles de l'art, quoi. Mais si tu veux mettre quelques centaines d'euros seulement, je vous donnerai quelques exemples. Ouais, Linda? Moi, j'étais formatrice longtemps en développement web, justement. Enfin, c'était mon premier métier aussi il y a 20 ans. Aujourd'hui, donc Wix moyen, mais ça peut être une première partie, effectivement. Sinon, j'utilise, moi, mon site est fait comme ça sur Jimdo. Pour le coup, c'est Oui. une centaine d'euros par an. Il y a vitrine, blog, on peut vraiment, enfin, mon site actuel est fait comme ça. Comme je sais coder, il n'y a pas trop de limites pour moi puisque je peux aller trifouiller le code, mais pour une première version, ça peut être. Après, c'est sûr, on change d'outil, on refait tout, quoi, hein, c'est toujours pareil. Donc voilà. De toute façon, c'est d'après mon expérience, je forme beaucoup enfin, j'ai formé beaucoup les gens là-dessus. Là où WordPress, il faut quelqu'un vraiment qui le gère pour nous, hein. Enfin, ne, ne vous lancez pas seul sur un WordPress, hein. Faites appel à des pros, hein, pour un WordPress sans vouloir. Alors sauf si vous avez déjà des bases informatiques, mais c'est pas pareil, quoi. Hein, les problèmes de sécurité, ils sont vite là quand il y a une mise à jour du module qu'on a choisi ou alors que Jimdo, c'est un peu comme Wix, entre guillemets, mais la sécurité est quand même là et ça fait maintenant 10 ans, presque 8 ans, 10 ans que j'utilise et il est pas mal. Voilà, pour mon retour personnel en tout cas. Top, merci beaucoup. Dans les choses aussi, donc je vous disais, les choses à ne pas faire, moi j'avais noté quelques points à partager avec vous. C'était donc le one page, c'était les aspects sécurité donc qu'on vient d'évoquer. Et puis il y avait aussi l'aspect, euh, je fais mon site web pour un écran d'ordinateur. Et je ne suis pas donc responsive, donc je ne suis pas compatible mobile. Et même pire, je ne suis pas mobile first. Je pense qu'aujourd'hui, 80% des gens surfent sur leur mobile quand ils sont en déplacement, en fait. C'est là-dessus qu'on cherche. Après, on travaille sur notre ordinateur pour des raisons de confort, mais si le client cherche un conférencier sur un sujet qu'il a lancé deux, trois perches, et que le soir, en quittant le bureau, en étant dans les transports, il dit, au fait, j'ai pas eu de réponse là-dessus, il faut que je trouve mon conférencier pour cet événement, j'ai ma réunion vendredi.
c'est probable qu'il va le faire sur son mobile. Donc, il faut un site qui soit bien responsive, qui soit aussi élégant, en fait, sur un mobile que sur un écran plutôt 16 neuvième. Bon, je m'étends pas plus là-dessus, mais c'est un point de vigilance, en fait, qu'il faut garder en tête. Euh, alors, je ne sais pas si là, dans l'audience, il y a des gens qui font des conférences en anglais, mais si Marie-Claire, tu fais des conférences en anglais aussi, je crois, non? Je ferai bientôt, mais c'est pas encore en place. C'est l'intérêt aussi, je trouve. Moi, j'ai pas réussi à bien craquer l'algorithme LinkedIn pour les conférenciers internationaux. Est-ce qu'il faut plusieurs profils? Est-ce que tous mes posts sont en français et en anglais? Est-ce que je fais de l'audience aux États-Unis? Philippe Boulanger, qui passe plusieurs mois par an en Floride et qui fait ses conférences en anglais, on a du mal à le faire référencer sur LinkedIn aux États-Unis, ce qui n'est pas du tout le cas avec son site web. Hein, avoir la version anglaise du site web, c'est pas très compliqué et c'est bien référençable. Donc c'est pareil, c'est un des avantages, je trouve, du site web du speaker. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, moi, des points que je voulais amener à votre réflexion ou à cette causerie, si ce n'est que vous encourager à le faire, quoi, à avancer. Qui est en train de travailler sur son site web aujourd'hui, en ce moment? Vous voulez partager un petit peu vos plaisirs ou vos Alors moi, j'ai une casquettes? astuce, si vous voulez, qui est vraiment maintenant prouvée. Si vous avez une chaîne YouTube, parce qu'il faut une chaîne YouTube et des vidéos YouTube, on sait que le référencement dans les pages, donc c'est du texte, de la structure, bon, des H1, H2, enfin titre 1, titre 2, etc. Mais j'ai fait le test sur mon blog. Quand vous mettez une page web, vous intégrez une vidéo YouTube et simplement une vidéo YouTube. Je n'ai mis aucun texte dans la page. Ça sort en première page Google. Alors, au bout d'un an et quelques, hein, on est d'accord, hein, c'est du référencement naturel. Hein. Mais l'astuce est vraiment là, c'est-à-dire que j'avais pas le temps, j'ai mis toutes mes vidéos, j'avais fait beaucoup de directs pendant le confinement, des vidéos parfois qui durent 1 heure, pas du tout YouTube à la base, hein, c'est pas du tout optimisé YouTube, mais c'était un stock de vidéos et de le mettre dans une page seule, sans texte, ça fait le job en fait. Donc vraiment, si vous avez des stocks, des vidéos en stock, créez des pages avec les vidéos à l'intérieur, bien sûr, une page, une vidéo pour avoir une page, un thème, mais une page, un mot-clé. Mais voilà, ça fonctionne. Petite astuce pour les flemmards. Excellent, excellent. Vaut pas cher. Merci de l'info. Next, qui veut partager quelque chose? Euh, Nous, on est à la bourre par rapport à tout ce que vous avez donné, donc c'est bien, on va pouvoir avancer. Le boulot avec la storytelleuse, c'est fait. L'architecture du site, on est pas mal. On a la chance d'avoir un informaticien en interne. Donc, en fait, nous, les réseaux sociaux, bof. LinkedIn, bof. Les emails, bof. Nous, c'est Thierry dont on prend soin scrupuleusement. Quand il veut du champagne, il en a. Quand il pose ses vacances, on lui donne. Voilà, Et en plus, il code. Moi, j'y comprends rien. Donc, c'est très bien que ce soit lui qui fasse ça. Euh, Est-ce qu'il y a un marché parallèle? On entendait tout à l'heure de j'ai autant de trafic par mon site que par LinkedIn ou autre chose. Est-ce qu'il y a moyen d'être, je le dis souvent en rigolant, mais est-ce qu'il y a moyen d'être le Franck Michael de la conférence par son site web et de ne pas publier tous les jours 35 000 posts, 42 000 emails bon. Est-ce qu'il y a un autre monde en dehors de le site internet? On est prêt, on va bosser, on va finir de bosser dessus, ça sortira en janvier. Mais parce que Michael Aguilar, je l'ai déjà croisé effectivement sur LinkedIn, il a du flux. Maintenant, est-ce que c'est le flux direct qui lui amène de la conf ou c'est parce qu'il est déjà connu? Il y a une sacrée L'œuf, l'œuf, interview. l'œuf ou la poule, voilà quoi. Il y a il y a beaucoup de bouche à oreille, il y a beaucoup de repeat business chez Michael. Il me disait la semaine dernière ou il y a 10 jours là, il avait des clients qui lui avaient acheté 7 ou 8 fois des conférences. Il en a 10 des conférences. Il y en a qui ont fait 7 8 conférences avec lui. Donc il y en a qui ont mis dans leur business plan d'avoir une piqûre des équipes commerciales par Michael Aguilar tous les ans. Pourquoi Manu, il ne ferait pas du justomètre tous les ans ou tous les trimestres
on fait une revue de justomètre, tu vois. Ouais, ouais, j'en fais déjà tout le temps. L'année est déjà bien chargée, donc c'est plutôt cool. Euh, mais ouais, ouais, moi, je suis plus pour l'aspect terrain. De toute façon, moi, c'est de là que les conférences viennent. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, j'ai 1000 ou 2000 abonnés. Moi, ma Sophie. courte honte, j'en ai 32 000. Ça me génère pas tant que ça. À l'époque des flyers, c'était un pour 1000. J'ai l'impression qu'on est à peu près au même endroit. Non, non, je pense il faut publier régulièrement en créant de la valeur pour, euh, pour intéresser ton audience en cohérence avec tes conférences. Ça, le sujet, il est là. Après, l'algorithme, il est très capricieux et très changeant. Oui. Et là, enfin, cette semaine, aujourd'hui, j'ai eu de nombreux appels de conférenciers ou sur des canaux internes, là où on a des groupes de conférenciers, et tous se plaignaient. Je comprends pas pourquoi, j'ai fait une vidéo, etc. Et ça marche pas. Et Virginie, ce soir, me disait, et elle a une vidéo qui tourne sur le web, qui a fait 28 millions de vues. Et là, elle a fait 100 likes sur son post avec la même vidéo. Elle dit, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on dit, pourtant, c'est de la vidéo. LinkedIn aime la vidéo. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Bon, bref, là, je pense qu'on a des problèmes de mise à jour côté LinkedIn, que c'est le truc qui est un peu compliqué, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on crée de la valeur sur son sujet, sur LinkedIn, on ne perd pas son temps. Surtout si on a une stratégie éditoriale. Donc, si tu as quelqu'un qui fait cette production éditoriale, derrière, c'est publier une fois, enfin, c'est produire une fois, publier plusieurs fois. Donc, on peut publier plusieurs fois sur le même canal, mais aussi inonder tous les canaux. Le site web, le blog du site web étant un des canaux, ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, on ne perd pas son temps quand on fait ça. En tout cas, pour moi, ce qui reste la chose la plus importante, c'est la notoriété du conférencier. Donc tout ce qu'on fait autour de la légende personnelle de l'individu et de sa personnalité, c'est construire de la notoriété. Quand on invite un conférencier, on aime bien qu'il soit un petit peu connu, qu'il y ait des gens qui le reconnaissent, que quand on fait le save the date à ses équipes en interne, les gens disent ah super, que si possible, Linda par exemple, Linda, elle interviewe des anciens premiers ministres sur la plage du Brusque dans le Var. Bon bah là il y a du monde, hein. Ça marche. Et c'est vrai que quand tu fais venir, Président de la République, excuse-moi, je rectifie. Ancien président de la République. bon, bravo, bravo. Mais tu avais fait un premier ministre aussi, non? Oui, j'avais fait Édouard Philippe aussi. Édouard Ouais. Philippe, ouais, c'est à lui, je pensais. Donc c'est vrai que quand tu fais ça, euh, en tout cas quand tu as cette célébrité, on le sait, les politiques arrivent à facturer des conférences très très chères. Ils vendent pas que la conférence, en réalité, ils vendent aussi un peu d'entre-soi, mais et sans doute des coups de main sur des sujets intéressants. Mais il y a quelque chose qui va autour de ça, quoi, hein. Quand on s'appelle Edgar Gros-Piron et qu'on était le premier Français à avoir gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques en France, euh, on fait beaucoup de conférences. Depuis, il y en a beaucoup plus des Français qui ont une médaille d'or autour du cou qu'ils ont gagné en France. Mais ils ne sont pas encore tous très conférenciers. Mais ça va venir. Là, j'ai beaucoup de médaillés olympiques qui m'ont contacté pour dire comment je peux développer ma carrière de speaker. Parce qu'en même temps, Edgar a montré la voie, hein. C'était le premier en haut de l'Everest, mais il y en a d'autres qui vont monter, hein. Donc, ce sujet de la notoriété est important. La notoriété, elle n'est pas forcément, ce que je disais tout à l'heure, reconnue à la crêperie le midi, hein. C'est reconnu sur le sujet. La motivation commerciale, on est d'accord que, on en connaît 50 des gens qui font de la motivation commerciale, y compris des gens qui sont encore directeurs commerciaux dans des grosses boîtes. Mais Michael Aguilar a le first mover advantage et c'est le conférencier de la motivation commerciale. Il y en a d'autres hein, qui sont très bons, mais qui sont contactés si Michael n'est pas disponible. Donc, de temps en temps, dans le business, on dit qu'il faut être dans le carré magique. Ouais, là, il faut plutôt être dans le triangle d'or, voire être le premier, hein, sinon c'est un peu plus compliqué. Rien n'est impossible, hein, mais
On constate un peu ça quand même. Donc moi, ça m'ennuie parce que c'est pas dans mes valeurs de dire il y a que les gens célèbres qui doivent travailler dans cette profession. Il y a tous les gens qui ont des choses intéressantes et qui veulent un peu changer le monde, qui doivent pouvoir travailler dans cette profession. Et que nous, qui nous asseyons dans les fauteuils, on n'écoute pas toujours les mêmes, quoi. C'est quand même sympa de pas avoir toujours la même conférence tous les ans dans son séminaire d'entreprise. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui, pour se protéger ou pour acheter une valeur sûre, bah voilà, ils prennent le plus connu. Donc sur vos sujets, il faut vous faire connaître, c'est sûr, ou être le premier. Donc le justomètre, toi, tu as lancé un nouveau sujet. Là, à ce niveau-là, je suis tranquille. Maintenant, pour faire un peu de joke, j'ai un copain qui cherche un conférencier. Et donc, je bois le café avec lui, donc il me regarde avec des grands yeux, puis il est plié. Il me fait, non, non, mais nous, si tu veux, on a le choix entre toi, il y a un long silence, ou Alexandra Sublet. Excusera, mais je crois qu'on va prendre Alexandra Sublet. Et au final, je les comprends parce qu'ils s'en foutent complètement, même du sujet. Ce qu'ils veulent, ils font une nouvelle usine et ils veulent voilà, une tête d'affiche. Après, je ne sais même pas ce que Alexandra Sublet propose en conf ou pas, je n'ai pas d'avis. Mais je pense qu'après aussi, comme personne ne nous attend, à nous de faire le trou. Et Michael, il a dû commencer par pas grand-chose, et puis après un peu plus, et, et puis voilà. Donc c'est la logique aussi, quoi. C'est ça, c'est pas, c'est rarement un métier où on attend l'altitude de croisière en 3 semaines. Hein. Il faut monter progressivement, mais il faut travailler tous ces sujets. Le, L'histoire d'il y a 20 ans d'Edgar Gros-Piron, il a acheté de la pub dans un journal qui était distribué dans le TGV. Il avait fait sa petite pub lui-même. C'était si vous souhaitez un conférencier médaille d'or, appelez-moi, quoi. Et donc lui m'a dit, mais j'étais tellement en colère contre la SNCF quand ils ont arrêté de distribuer ce journal gratuit dans les premières du TGV. J'ai perdu mon canal. Donc c'était pas grave parce qu'il avait déjà fait sa notoriété avec sa médaille évidemment et puis aussi avec ses conférences. Il avait déjà suffisamment de gens qui l'avaient vu pour générer du bouche à oreille positif. Donc ça continue de tourner, hein, il continue à être un des gros conférenciers en volume. Mais bon, en fait, on court après ça. Hein. On court après votre célébrité, quoi. Et notre Est-ce que... singularité. Oui, pardon. Je ne connais pas le prénom de Justomètre. Manuel. Emmanuel. Voilà, je disais pour Emmanuel, peut-être nous, notre force première, si on s'appelle pas Julia de Funès, eh bien, on s'appelle Ouais. justement Emmanuel. Je connaissais pas ton prénom. On est juste un peu moins cher, donc ce qui est peut-être commercialement, au point de vue commerce, ça peut peut-être un peu faire pencher le bon côté de la balance pour nous. Et puis après on verra. Je sais pas si aussi une question de prix, c'est entendable ou pas. De toute façon, moi, c'est le drame de ma vie. Quand je faisais de la régisson ou de l'éclairage dans des soirées dancing, le disc jockey, forcément, se faisait draguer. Et un peu comme Michel Aguilar, comme il ne pouvait pas répondre à toutes les demandes avec l'autre, un gesson, on faisait l'air de rien. Puis forcément, on devenait intéressant, mais parce que le premier était pris. Voilà, donc je vais continuer, je vais poursuivre dans ma lancée. Et C'est vrai que sinon, pour... le prix ouais. est intéressant. Enfin, de toute façon, tu sais, en effet, aujourd'hui, il y a, allez, je dirais, pour schématiser, il y a 4 grandes catégories de prix. Quand on fait ça sérieusement. Hein. Le conférencier professionnel débutant, il est à peu près à 2005. Ensuite, on va en trouver beaucoup entre 2005 et 5000. C'est un peu le ventre mou hein, des conférenciers. Il y a un sacré plafond de verre là, à 5000 pour passer entre 5 et 10. Et après, à 10, c'est quasiment infranchissable. Ouais. En revanche, quand on a franchi le 10, euh, par exemple, là, je connais des conférenciers qui sont à 12, 13, c'est une connerie. Mettez-vous à 30, les gars. Oui.
Mm. Si vous avez pété le cadenas de 10, faites-en 3 fois moins, mais passez à 30. Donc là, moi, j'en ai à 30, 60, 300 000 euros, hein, la conférence. 300? Ouais. Ah oui, Mais dans là, il n'y a certains plus, groupes, oui. là, il y a plus de limite. Mais il suffit pas d'avoir été ministre pour casser le plafond de 10, hein. Je connais plein de ministres qui sont à moins de 10. Alors, ils vont dire 9005 plus les frais, mais enfin, on est d'accord. Et puis, il y en a qui sont gratuits. Donc, il y a des présidents qui y font gratuitement. Parce qu'il y a une nouvelle échéance et qu'il faut tourner. Ou il y a un bouquin à vendre, ou je sais pas quoi. Mais bref, quand tu interviews, Linda, des gens célèbres dans le Sud, ils ne sont pas payés, j'imagine. Ils sont pas payés. Non. Voilà. Mais Donc, là, Nicolas Sarkozy est venu en septembre, il nous a rien fait payer. Alors on l'a accueilli, oui, bien sûr, hein, on a dépensé de l'argent pour l'accueillir, mais il est venu gratuitement. Mais par contre, je crois que lui, il est dans les zones très très hautes en conférence, hein. ah oui, oui, Donc il nous a fait une mini-conférence, quoi, clairement, hein. Enfin, ah, bien sûr. Alors là, on Ouais. nous appelle les experts. Moi, c'est pareil, quand je suis intervenue pour l'émission Secret d'Histoire de Stéphane Bern, eh bien, on dit, ah oui, on fait venir des experts et c'est l'expertise qui porte et on vous paie pas. Ouais, ouais. Voilà. Bah, Mathilde, qui est beaucoup sur les sujets diversité inclusion, elle sait à quel point, là aussi, on a du mal à payer les gens qui viennent parler de ce sujet-là. C'est des négociations compliquées. Bah, écoute, ça dépend chez qui. Là, Ah oui. mais là, moi, je suis clairement, c'est bon, à 2005, c'est ancré et ça passe bien. Maintenant, toute ma stratégie, c'est comment je fais pour passer de 2005 à 5000, quoi. C'est vraiment ça, comment craquer le passé. Et donc, je mise un peu sur les médias et j'ai pris une attachée de presse pour essayer d'augmenter ma visibilité. Et ça marche plutôt pas mal. Je serai Et, chez Europe 1 mercredi. et quand tu passes de 2005 à 3000, est-ce Bah, que j'ai ça fait un test passerait? là et j'ai fait un test, mais je crois que je l'ai mal amené et du coup, c'est repassé à 2005. J'ai dit que c'était pour la SCPH, je passais à 3000 et du coup, il m'a dit, bon, bah, je ferai la scène prochaine. Donc, du coup, enfin, la scène après la SCPH et donc, du coup, j'ai passé à 2005. Mais j'ai vendu, donc c'est déjà ça. Mais Tu le sais, je vends quelques conférences pendant la SEPH, et moi, je fais le contraire de ce que tu as fait pour la SEPH. Moi, je dis, comme c'est la SEPH, on vous fait une remise. ah oui, c'est pour ça. Moi, j'étais Ce plein, sera enfin, en fait, 3000. j'avais le créneau, quoi. Du coup, sur la SCPH, là, le mois de novembre, bon, je suis contente, je me fais, je pense, je fais quasiment 20 000 euros de chiffre d'affaires en un mois à mi-temps. Donc, je suis quand même assez contente. Bravo, super. Mais ça va être intense. Je sais pas comment je vais finir le mois. Je vais être rincée. J'espère que tu garderas un petit peu d'argent pour te faire un massage ou une thalasso à la Mm. fin, pour Ah te là, c'est remettre clair. avant C'est les fêtes. obligatoire. Ah, bah, super, bravo. Donc, c'est un peu, ouais, le sujet donc, du prix. Je pense qu'après, j'ai eu un mentor en commerce il y a très longtemps et il me disait en fait, faut avoir la stratégie. Je crois que c'est les voitures de luxe qui sont là-dessus. C'est tu augmentes tes prix, tu augmentes tes prix, tu augmentes tes prix, et à un moment donné, ça passe plus. Et là, il faut augmenter vraiment fortement. Et là, ça redémarre. Alors que nous, on va avoir le réflexe de dire ça passe plus, à 9000, ça passe plus, je redescends à 7. Et en fait, c'est là où il faudrait avoir le cran pour proposer à 20. Bon, sur les conférences, ça marche pas, je vous le dis de suite, mais, euh, Ouais. mais il y a des gens qui osent, hein, à vendre très très cher leurs produits ou leurs services. Bah, après, je parlais avec un conférencier qui est un athlète paralympique, mais qui n'a pas été médaillé. Mais il me disait, bah, moi, je me suis mis à 5000, j'en fais 10 dans l'année, mais ça me suffit en fait. Je ne veux pas en faire plus. Et par contre, il dit, bah là, comme ce sera pas une année de préparation pour Los Angeles 2028 l'année prochaine, il me dit, je pense que je vais redescendre un petit peu pour pouvoir faire plus. Mais c'est con, une fois que tu as atteint les 5000, est-ce que redescendre, c'est une bonne stratégie ou redescendre en dessous 5000, je sais pas. Évidemment, tout ça n'est pas scientifique, donc il faut tester les choses. Ah ouais. Mais après, c'est aussi, moi, sur le premier semestre, on a eu quasiment que des demandes de sportifs. Mais Bah oui, depuis ouais. septembre, on n'en a plus du tout, hein.
on essaye, hein. Il y a encore des sportifs avec lesquels on a bien bossé et qui sont sympas et qu'on a essayé de positionner. Mais depuis septembre, on n'arrive à en placer aucun. C'est-à-dire que là, on était dans un gros phénomène d'aspiration, de mode, etc., quoi. Comme toi, tu te dis, le mois de novembre, bon, bah, mon sujet est Mm. porteur. Probablement qu'en janvier, ce sera plus compliqué. Pourquoi pas ça? Ça reviendra en mars. Bon. C'est- Donc c'est Après, très je compte sur le saisonnier. mois de novembre pour, bah, c'est comme tu disais, il y a quand même beaucoup de vacances scolaires, donc faut lisser aussi. Enfin, tu bosses les jours, tu bosses les mois où il y en a beaucoup, et puis bah, tu bosses moins les mois où c'est moins ton sujet, quoi. Et c'est cyclique. En fait, je Et fais c'est autre pour chose ça, en parallèle. ouais. Et c'est pour C'est ça que le travail de back-office doit se faire en dehors des jours où vous êtes sur scène, où vous Ouais. êtes en train, d'aller sur un lieu, où ça c'est très fatigant, ça prend beaucoup de temps. Mais comment, bah, enfin ça, c'est pareil, Linda pourrait nous expliquer comment elle peut travailler 10 heures par semaine en montant sur scène que en mars. Et tout le reste du temps, bosser comme une folle, quoi. Ben, je vous l'explique pas parce qu'il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Et justement, c'est un des objectifs, c'est de... Bon, je fais trop de choses, ça c'est évident, mais c'est ma marque aussi de fabrique, hein. Enfin, j'adore tout ce que je fais, autant les interviews que les Yellow Days, que la formation terrain, mais c'est vrai que ben, comment on arrive à alléger? Alors oui, augmenter les tarifs, effectivement, pour alléger naturellement ou passer. Moi, le livre va, enfin, pareil, Eric, là, il est en enfin, il démarre, hein. Je vais aller chercher quelques éditeurs pour voir. Donc, comment on passe à la conférence et moins le truc de terrain de formation à fond qui me fait bouger partout et je perds un temps fou dans les déplacements, ce qui est bien, mais pff, c'est et peut-être arrêter les interviews des présidents, quoi, parce que ça aussi, ça prend beaucoup de Non, parce temps. que ça fait partie des choses exceptionnelles que tu fais très bien en plus. Mais c'est vrai que moi, j'ai des conférenciers, par exemple, qui sont des experts APM. Mhm. APM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association d'entrepreneurs et c'est l'association du progrès du management. En gros, dans chaque ville, il y a un club APM qui comporte une vingtaine de membres. Et tous les mois, les membres se réunissent pendant une journée sur un thème, et pendant une journée entière. Et donc, les experts APM font une conférence, genre le matin pendant 1 heure ou 2, puis après des ateliers sur le sujet. Ils sont payés entre 1002 et 1005 la journée. Et ils font le tour de France là-dessus. Mais un Mhm. bon expert APM, bah, Michael Aguilar est un des experts APM, hein. Un bon expert APM, on peut lui proposer 60 dates dans l'année. Donc ça veut dire qu'il y a 60 jours, j'allais dire presque fois deux, parce que quand on doit être une journée entière dans le Finistère, et puis, Ah euh, oui, oui. et puis après à Aix-en-Provence, puis après à Biarritz, puis après, en gros, on passe autant de temps dans le train que sur le terrain avec les clients. Donc on est vite à 120 jours, 120 jours d'immobilisation loin de chez soi. Tout ça pour être payé 60 fois 1 500 euros, enfin donc 100 000, moi, Ça j'y crois sort pas. 500, ça sort 500 balles jour. Je vais garder l'adage de mon grand-père. Reste chez toi, joue aux jeux vidéo, qu'aller chez les autres perdre des sous. Non mais Maintenant, au début, ça peut être aussi l'occasion de se faire la main. Enfin, c'est un Hmm, ensemble. tout à fait. c'est un dosage. Tu peux décider de faire 10, 20 jours d'APM, parce que tu rencontres des gens, parce que c'est aussi, il y a certains clubs APM où il y a des gros entrepreneurs. Mhm. Il y a des gens qui passent une journée avec toi et qui disent, je vous fais venir à mon séminaire manager, il y aura 300 personnes dans la salle. Et là, lui, il va payer le prix de la conférence normale. Donc, c'est pas inutile, hein. C'est Guillaume de Cercey, à chaque fois qu'il fait un APM, il gagne un client. Bon, donc il en fait beaucoup, il est content, mais parce qu'il est dans une phase de démarrage de son activité de conférencier. Il est à la retraite depuis 1 an seulement, et donc il est dans cette phase de démarrage. Mais clairement, quand je lui appuie un peu sur le psy là-dessus, il me dit, mais moi, si tu me vends suffisamment, on fera plus de l'APM. Je libère toutes mes dates pour faire des conférences à 4 ou 5 000. Évidemment, évidemment, c'est logique. Donc c'est pas gênant de démarrer par ça. Il faut pas s'épuiser en revanche, ça c'est sûr. Et il faut garder du temps pour faire autre chose, c'est évident. Il y a le back-office du conférencier, il y a des trucs à faire. On n'est pas obligé de tout faire, hein, mais il y a de quoi s'occuper en étant le chat sur les genoux et les charentaises aux pieds, mais de quoi s'occuper quand même.
Je voulais revenir sur le site internet. Eric, tu nous posais des questions. Je regardais en vous écoutant le site, par exemple, de Marie-Claire, très sympa. Tout de suite, on tombe sur une vidéo, c'est chaleureux, c'est waouh, on est tout de suite dans le bain. Il y a peu de mots, il n'y a qu'une seule page, donc là, on scrolle. Tandis que le mien, rien à voir. Je pense que j'ai trop de texte. Moi, par contre, j'ai 8 onglets. Accueil, biographie, thème de conférence, entreprise, lieu culturel, médias, enseignement supérieur, retour public. Mais dans chaque page, j'ai essayé de mettre des blocs entreprise, des blocs lieux culturels. C'est que des conférences, hein. Mais c'est peut-être trop lourd. Donc voilà, moi je me pose pas mal de questions. Je le change tout le temps, mon site internet. Donc j'ai une webmaster qui est devenue, la pauvre, une amie. Et avec bien sûr mon agenda que je mets à jour. Là, j'espère qu'il est à jour. Oui, ça va, il est à jour. Mais voilà, c'est des questions que je me pose aussi sur la densité, parce qu'on n'a pas le temps. Et encore, hein, je l'ai beaucoup allégé, mais je crois qu'il faudrait que je l'allège encore. Alors, la question que tu m'as pas posée, mais je vais te donner la réponse. Demande à ta webmaster quel est le temps moyen de connexion sur ton site web d'un utilisateur. Et Ah, après, d'accord. tu te dis, bah tiens, alors le temps moyen, c'est 2 minutes 25. Combien de pages je suis capable de lire en 2 minutes 25 quand je découvre? Et puis ça te donne à peu près ton objectif d'allègement. Tout dire, tu sais, c'est après, on est quand même sur quelque chose qui doit attirer l'utilisateur à te laisser un message pour te dire j'aimerais bien discuter avec vous de vos conférences ou d'autres choses, mais j'aimerais bien parler avec vous, quoi. J'ai une intention. Et donc, Bah justement, tu ouais, peux. justement, sur mon site, moi, j'ai pas le petit appel to Le action. call to Là, action. j'ai pas moyen de prendre ni rendez-vous. J'ai mon adresse mail, j'ai bien sûr le lien LinkedIn, etc. Mais j'ai pas de planning de rendez-vous, ni le mail automatique. Vous savez, le contact. Mm. Ça, il faut le faire absolument, hein, c'est important. C'est un Tu- peu comme Ouais. d'envoyer une plaquette sans numéro de téléphone, quoi. Ça sert à La quoi prise de d'envoyer une rendez-vous, ça carte de marche visite? vraiment bien. Ouais. Prise de Mm. rendez-vous, email contact, etc. Tout ça, L'email, c'est il est important. automatique, mais j'ai pas le. Ils ont mon email, c'est pas le. Vous savez, faut remplir, etc. Mais Calendrier? l'email, il suffit de cliquer dessus. Mais j'ai pas de calendrier dedans, non. Enfin, tout ça, c'est des choses que tu peux rajouter, tu vois, Il a et fait. qui seront peut-être utilisées. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il ne faut pas étouffer les gens. Il ne faut pas trop en dire. C'est Séguéla qui disait, c'est le concept de la mini-jupe, quoi. Il faut montrer suffisamment, mais pas tout montrer, quoi. Pour que les gens te contactent, il faut réussir à créer des pages qui donnent envie d'en savoir plus. Si tu as tout dit, on n'a plus envie d'en savoir plus. Si c'est buffet à volonté, je ne prends pas de dessert. Mais tu Et moi, vois, j'ai des confs avec des liens qui me mènent directement sur un PDF qui présente la conf. Bah, moi, je reprendrais l'astuce de Linda. Je dirais, tiens, ça, c'est le titre de ma conf. Ça, c'est le chapeau. Donc, allez, en un petit paragraphe, je donne l'intérêt enfin, le résumé de cette conf, enfin, le pitch de la conf. Après, je pourrais, s'il y a des gens qui ont besoin de dire beaucoup, je dirais dans quel contexte cette conf vient créer un impact fort pour vos équipes. Et puis ensuite, je mettrai un extrait vidéo de la conf avec la vidéo YouTube qui serait intégrée dans la page pour que ce soit très bien référencé. C'est l'astuce que nous donnait Linda tout à l'heure. Tu vois, je ferais ça, mais pas plus. Bah, regarde sur les speakers, regarde sur le site web des speakers Oui. la taille qu'on propose de contenu. Là, il y a un champion du monde d'apnée là, qui a créé ses pages aujourd'hui. Là. Alors, comment il s'appelle? D'ailleurs, vous pourrez regarder sa page parce je trouve qu'il a pas mal bossé, le gars. C'est Guillaume Néry? Ouais, c'est ça. Ah ah! Et il a fait ça aujourd'hui et il a mis des vidéos, il y a la homepage de son site web et tout ça. Il a fait un truc assez élégant qui se lit vite et qui donne envie d'en savoir plus, qui en donne envie de de le contacter. Alors, c'est son sujet aussi, hein, je crois qu'il fait de l'apnée en eau froide, il nage sous la glace, si j'ai bien compris. Et il y Ah, a des si vous ne trucs. connaissez pas Guillaume Néry, je vous invite sur YouTube à regarder
Guillaume Néry, ça s'écrit Neri, le Blue Hole, où en fait c'est un trou qui est déjà sous l'eau, et il chute dedans, qui est assez splendide. Et il y a un TEDx à la Sorbonne où il se met sur scène avec une aspiration, il se met le clips, et il fait, je crois, 6 ou 7 minutes sans respirer. Et il y a du texte qui défile, et seulement après il prend la parole. C'est très bien fait. Il a mis ce TEDx sur notre site, bah ça, c'est typiquement, c'est ça. C'est pouvoir mettre son TEDx dans sa page et tout ça. C'est quand même, c'est quand même des choses qui donnent envie d'en savoir plus, enfin, ou de rencontrer le bonhomme, quoi. C'est un peu ça l'idée, hein. Nous, ce qu'on aime, Mais par contre, c'est vrai que j'ai des... Alors, c'est pas trop les conférenciers qui me font ça, c'est plutôt les maîtres de cérémonie en ce moment, ils me font ça. Ils m'envoient des pages de biographie, caractère 10 sous Word, avec beaucoup de liens, mais des pages d'une grosse densité, et en fait, où les gens ont... alors voilà, je suis chroniqueur là-dessus, je fais cette émission, machin, en 1983, j'ai fait ça et tout. Là, je me dis, c'est pas possible, quoi. Là, on a un problème. Alors, c'est des gens qui, eux aussi, sont des salariés et trouvent leur job, ou des pigistes, mais ils trouvent leur job par le bouche à oreille, et puis parce qu'ils traînent dans les couloirs de leurs employeurs, donc ils trouvent leur boulot comme ça. Mais pour faire maître de conférence, enfin animateur d'événements dans une entreprise, ça va pas être possible d'envoyer ça au client, il va jamais me prendre. Ça marchera pas. Donc il faut mettre un peu de, faut alléger. Les gens lisent plus, hein. Non, ça c'est vrai. C'est incroyable. Même les vidéos, les teasers, là, on dit un teaser de conférencier, ça doit faire 2 3 minutes. c'est trop long. Et les gens, ils regardent 30 secondes. C'est ça. Et Mm. pour vous faire rire, parce que je lui ai mis un message, même la vidéo qu'a fait Vincent Bosque ce week-end, j'ai trouvé ça trop long. C'est-à-dire que même moi qui suis intéressé au truc, 3 minutes, 3 minutes 30, ça devient complexe. Nous, ce qu'on a fait, on a regardé les sites des conférenciers qui marchaient pas mal. Et avec la storytelleuse, on a fait des blogs, c'est-à-dire on a 3 pages complètes de ma naissance à aujourd'hui. Et on a fait un condensé qui sera la partie visible sur la page avec, vous voulez en savoir plus, bah, vous cliquez, puis vous avez accès au texte pour vraiment n'avoir que du bloc. Ça, Parce que c'est la très bonne technique. les gens Non, aujourd'hui, ouais. j'ai pas entendu qui a parlé. C'est moi, mais je ne dois pas très capter. C'est une très bonne technique, le en savoir plus. Ça permet de lire en diagonale la page allégée. Et si on est intéressé pour bah, les 3 pages de ta vie, enfin, on clique sur en savoir plus et là, on y a accès. Ça, c'est la meilleure technique et pour le référencement, parce que Google, lui, lit quand même encore un peu. Donc, les 3 pages, c'est dommage de ne pas les mettre, mais peut-être pas les mettre tout de suite tout devant le visiteur, quoi. Ouais. Aïna, on t'a pas du tout entendu. T'as mis ton micro sur mute, comme ça on peut pas t'entendre. Ouais, vous m'entendez? Ouais. Oui, désolée, j'ai une petite famille malade à la maison, mais je vais essayer de pas parler trop fort pour pas la réveiller. Non, c'était hyper intéressant, ça m'a donné envie, moi je suis une site de, par curiosité, de savoir si j'allais me lancer sur le site avant 2025 ou pas, ou si j'en faisais un chantier dans un second temps. Et avec tout ce que j'ai entendu, je suis assez convaincue de m'y mettre plus tôt que prévu. Parce que rien que le chiffre de départ que tu as dit, des 80%, 20%, j'en avais aucune idée. Moi, mon fils vient principalement de LinkedIn et j'ai jamais diversifié ça. Donc, hyper, hyper intéressant de vous entendre. Et je regardais vos sites comme un coup parler pour voir à quoi ils ressemblaient. J'ai fait un peu ma petite veille, mais peut-être à la limite, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir enfin, comment vous commencez. Est-ce que vous faites directement appel à une agence qui fait des sites web à la chaîne? Est-ce qu'il y en a qui ont fait leur propre site pour commencer, qui ont basculé sur un truc plus pro? C'est la question que je me posais en vous écoutant, c'est à quel point il y a une hiérarchie d'avoir un site tout de suite qui claque ou de faire ça pas à pas. Ça t'appartient un peu, ça, je pense qu'il y a beaucoup de conférenciers, allez, depuis, depuis 5 ans, qui font la première version eux-mêmes, en utilisant, c'est Magali tout à l'heure qui nous disait qu'elle avait fait avec Jimdo. Wix. C'est
tu utilises un framework et Oui. puis pour quelques centaines d'euros, tu peux faire. Moi, je pense que c'est toujours un peu difficile. Quand je discute avec les conférenciers, ce qui est difficile, c'est de tout faire. C'est-à-dire, le conférencier, c'est un peu le. En fait, je parle sous le contrôle de Sophie, mais ça doit être le chef d'orchestre de tout ça. C'est pas lui qui joue tous les Pirelli, instruments, Brica. quoi. Si tu fais tout euh, et que tu mets sur ton bureau, enfin sur ta table de travail, tout ce que tu as décidé de faire, ça devient quand même un peu angoissant, je trouve. Donc c'est pas mal d'avoir des gens qui interviennent un petit peu, ou peut-être te donner de la dynamique, ou aller très vite sur des trucs où toi, il faudra que tu commences à te former, etc. Donc il faut aller gagner du temps là où il y en a à gagner, et puis que les choses avancent. Le site web, c'est pas le jour où il va sortir qu'on aura résolu l'équation. Hein. Il faut que le référencement ait lieu, qu'il se fasse. Ça, il faut compter plusieurs semaines. C'est un travail qu'il faut amorcer assez vite et qui après on va faire grandir l'arbre qu'on aura planté, quoi. Et c'était quoi l'adage là? C'était quand qu'il aurait fallu planter cet arbre? Bah, il y a longtemps, mais sinon il faut le planter aujourd'hui, quoi. Il faut pas le planter. Repoussez pas le truc parce que c'est long à pousser, quoi. Donc c'est un sujet où moi je pense, mais c'est un peu ma logique d'entrepreneur depuis 25 ans. Je fais rien tout seul et je prétends presque ne rien savoir rien faire. Comme ça, je Ouais. m'entoure des gens en qui j'ai confiance, qui font bien les choses. En revanche, c'est moi le boss, quoi. C'est moi le client, c'est moi le chef d'orchestre, je sais pas comment dire, mais je, je, je veux qu'on me donne beaucoup de conseils et je veux pouvoir trancher et puis faire ma part du boulot parce que faire un site web, il faut donner des éléments. Toi, tu es auteur en plus, tu sais, tu sais écrire, tu sais parler, tu sais filmer, tu sais tout ça. Donc, tu as beaucoup de matière. Enfin, le contenu, il est chez toi, mais de temps en temps, ce sera sans doute sympa d'avoir quelqu'un avec qui réfléchir sur est-ce que je mets tout, est-ce que je mets pas tout, est-ce que je mets pour en savoir plus, est-ce que cette vidéo, j'en fais une version courte puis une version longue, etc., quoi. Et donc Faire c'est ça ça, tout c'est pas seul, un one shot. c'est un peu compliqué, quoi, je trouve. Donc c'est pas un one shot où tu fais un beau site une seule fois, mais presque avoir un partenaire ou quelqu'un qui travaille avec toi et qui t'aide un peu dans une stratégie globale et alimentée, comme tu le disais, pour que le site soit dynamique, quoi. Mais hyper intéressant. Et du coup, enfin, vous faites appel à des agents de sites internet? Oui, oui, il y a des agences, il y a des freelances, Ok. il y a plusieurs choses. Je t'enverrai des éléments là-dessus. À Avec qui j'ai plaisir. promis que j'ai envoyé des éléments, je vais le noter quand même avant d'oublier Mm. et puis de pas tenir mes promesses parce que ça, c'est ma grande spécialité. Le soir, je pense que le lendemain, je me Voir à rappellerai, mais je ne me tous. souviens pas. Tu me mets Allez. donc Marie-Claire, attachée de presse. Tu me mets dans le groupe. Attaché de presse, dans la perspective de la sortie du bouquin. C'est Marie-Claire qui parlait là, c'est ça? Mm. Oui, c'est moi, Marie-Claire. Parce que Ça moi, marche. Donc toi, attaché de presse, les informations sur les développements de site web, qui a besoin de ça, qui veut? tu veux dire les contacts? Mathilde, Aïna. Ouais, ouais, je vais vous mettre en Yes, moi, contact. je veux bien. Ouais, ouais, moi je veux bien aussi, je veux bien aussi. Marie-Claire. Je pense. Magali, tu voulais poser, enfin réagir? Oui. Oui, bah déjà, bonsoir. Alors moi, bah, je suis à rebours de tout ce que vous avez dit, puisque moi, j'ai commencé par créer mon site web. Ça a été mon premier axe. Alors pour l'instant, je suis absolument pas conférencière, mais je réfléchis puisqu'à la base, je suis plutôt sur la pratique de la médiation et du conseil et accompagnement. Je viens du salariat et j'ai créé ma micro-entreprise que depuis avril. Donc c'est tout récent. Et la question que je me posais, puisque j'ai à la fois le site web, j'ai les deux pages LinkedIn à la fois perso et à la fois de ma propre micro-entreprise. J'ai Mhm. aussi un Facebook pro et enfin j'essaie d'éditer de façon assez régulière, hein, soit des PowerPoint, soit des articles. Enfin, j'essaie de varier aussi
la, la production ou les formes de production et je réfléchissais à vraiment m'accaparer un de mes sujets et proposer différents formats de conférences. Mon souci est que, bah oui, je sais parler en public, j'ai fait déjà de l'animation, j'ai organisé des journées d'études, etc. Je peux, voilà. Mais je n'ai pas de formation de conférencier et je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une, je ne vais pas dire d'une expérience, mais en tout cas ouais, d'une compétence métier que je n'ai pas forcément. Parce qu'être conférencier et s'exprimer en public, pour moi, ce sont deux choses différentes. Il y a quelque chose de l'ordre de, oui, ok, on maîtrise son sujet, mais il y a une question de timing, il y a une question, c'est un peu comme quand on fait de la formation pour adultes. On a un pitch, on a des quiz en plein milieu, on peut faire à un moment donné de la pédagogie inversée. Donc, conférencier, pour moi, il y a quelque chose aussi qui doit, je pense, s'apprendre. Après, comme j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, j'ai tendance à me former sur tout ce qui m'intéresse. Donc, du coup, ça, le bagage s'alourdit, mais voilà. Et en tout cas, voilà, moi j'avais un peu cette interrogation-là. Euh, Est-ce que formation de conférencier ou pas? Si oui, laquelle? Est-ce qu'il y a des formations qui sont plus reconnues d'autres? Et ensuite, le fait d'avoir peut-être la même conférence, mais sur différents formats. Parce qu'il y a des conférences qui peuvent faire 1 minute 30, 5 minutes, 1 h 30, etc. Et qui peuvent donc intéresser potentiellement plusieurs types de publics. Voilà, voilà. Alors, tout ce que tu as dit, on est tous d'accord. Oh bah c'est bien. Il y a Emmanuel qui va te répondre d'ailleurs, il a levé la main. Alors, tonton Manu, il est extrêmement à l'aise à l'oral et je dirais depuis toujours. Jamais, au grand jamais, j'aurais pu croire que la conférence était aussi compliquée. Après, la petite phrase, elle est pour Aïna. Mon grand-père, qui était une vraie bête, faut pas croire comme ça, il disait ne perds pas de temps, toi, à apprendre des choses qui vont te consumer des mois et des mois d'apprentissage. Paye quelqu'un qui, lui, est déjà au taquet. Tu gagnes, et pendant ce temps-là, tu iras faire ton taf. Donc, chez Eric propose une formation. Moi, malheureusement, j'ai trop de taf en formation à côté, donc je peux jamais me libérer pour les masterminds ou ce qui est proposé. J'ai un prof de théâtre, j'ai quelqu'un pour le placement de la voix, pour que ça percute plus de la scène vers l'auditoire. Et sincèrement, et en plus je touche pas de thunes dessus, contacter Eric en MP et trouver quelqu'un pour bosser avec. Euh, Moi vraiment, je suis tombé des nues. Je ne pensais pas que c'était aussi complexe. Alors, comme Eric va le dire, je vais lui couper la planche. Alors, si vous voulez faire du mauvais, bah, c'est fastoche, ça va tout seul. Pour faire du bon ou du pas trop mauvais, je trouve déjà qu'il y a sacrément du taf. D'écriture, de réécriture, de tests. Ma chance, c'est d'avoir régulièrement des journées de formation dans lesquelles je peux tester mes idées loufoques. Et Ouais, alors, c'est pas un syndrome de l'imposteur, hein, c'est c'est- c'est pour monter et être performant, il y a ouais. du taf. Et je pense, et Michael Aguilar, que j'ai croisé plusieurs fois, continue à se former. On pourrait se dire, bon, attends, Mhm. tamponne. Non, non, il continue. Ouais, je pense que le sujet de être à l'aise en public et avoir envie, euh, c'est euh, c'est déjà un bon. On n'est pas ceinture blanche quand on en est là. Et donc ça, c'est vachement bien parce que c'est vrai qu'on a accompagné des gens qui avaient le trac de parler devant plus de 10 15 personnes, mais qui étaient directeurs de communication, donc qui avaient besoin. En fait, on s'est rendu compte que on déverrouillait les gens très vite. On n'avait plus le trac assez facilement, en fait. Enfin, le trac. Le trac paralysant, on peut toujours avoir un peu de trac, c'est pas gênant, mais quelque chose d'inhibant. Il y a des techniques qui sont pas si compliquées, en fait, pour aider les gens à prendre du plaisir quand ils sont sur scène. Et le travail de conférence, c'est vrai que c'est un travail qui est assez long et qui est assez exigeant parce que bah, c'est le conférencier qui s'expose quand il monte sur scène quand même. Donc il veut donner quand même quelque chose que lui juge être de qualité. Quand on a le syndrome de l'imposteur, moi ce que j'entends, c'est qu'en fait on veut toujours faire bien.
on a l'envie d'être félicité à la fin et de pas dire, oh, pff, t'es un peu imposteur. Enfin, c'est ça qu'on redoute, en fait, c'est plutôt une peur. Et donc, on veut faire les choses bien. Et moi, j'abonde dans ce sens parce qu'une conférence réussie génère du bouche à oreille. La conférence bof, et j'en connais des conférenciers bof, comme disait Emmanuel tout à l'heure, des conférenciers qui travaillent pas, hein, en fait. C'est pas eux que je juge, c'est leur travail. La conférence bof génère aucun bouche à oreille ou juste du négatif. Donc là, c'est contre-productif. Donc c'est vrai que c'est bien d'y aller quand on a atteint une forme de satisfaction personnelle de la façon de faire. Alors, moi, personnellement, je suis très peu impliqué sur cette activité-là auprès des conférenciers, mais j'ai deux complices qui travaillent avec moi et qui sont, eux, centrés sur la coécriture, en fait, de conférences. Donc, le travail, Sophie est en train de travailler avec eux en ce moment, elle pourra témoigner, mais c'est un travail très itératif pour dire c'est quoi quels sont les messages que je veux faire passer, quel est le message pur si je devais le résumer en une phrase, quelles sont mes convictions, est-ce que dans ma conférence, je vais parler un peu de ma légende personnelle? Toi, tu l'as fait, Magali, en nous parlant, tu nous as dit, bah, voilà, j'étais salarié, depuis avril, j'ai créé mon entreprise, etc. Tu vois, tu ne fais pas que parler de la conférence, tu parles aussi de toi. Donc, comment tout ça vient créer des émotions sympathiques euh, c'est un peu la différence entre le formateur et l'expert qui fait un exposé et le conférencier. Il y a les émotions en plus qui peuvent être très variés et qui peuvent être même un peu en mode grand 8, hein. Donc là, on a quelque chose qui se travaille. Je pense que c'est assez plaisant pour les conférenciers de travailler là-dessus. Moi-même, je ne suis pas conférencier, donc je vous dis ce que je vois, mais pas ce que je fais. Je pense que c'est assez plaisant pour les gens, ce travail. Mais c'est pareil, c'est pas un travail qui se fait en 3 semaines. Enfin, il faut, on peut toujours se mettre en mode commando parce qu'on a un objectif, etc. Mais sinon, c'est un travail qui n'est pas forcément achevé, ouais, où on peut continuer à progresser. Et donc, les conférenciers que j'accompagne au quotidien en tant qu'agent, je les vois et bosser sur des sujets. Ils bossent sur la nouvelle conférence pour l'année prochaine, ils bossent sur, et tiens, si je faisais ma conférence en anglais. Donc là, j'en emmène 10 à Abu Dhabi fin janvier pour faire. Il y a un gros congrès de directeurs événementiels internationaux qui se réunit. Bon, bah, il y en a 10 que j'ai réussi à placer dans le programme. Donc, eux, ils ont bossé leur conférence en anglais et puis ils vont livrer ça pour essayer d'obtenir des clients un peu partout dans le monde. Bon, voilà, et enfin, ils n'ont jamais fini, quoi. Les 5 mois de vacances, en fait, on arrive à les remplir pour qu'ils ne s'ennuient pas trop, quoi, hein, puis qu'ils ne fassent pas un cancer de la peau trop vite. Regardez Linda, elle habite au pays du soleil, elle est toute blanche. Voilà, c'est comme la preuve. Donc, non, c'est vrai c'est vrai que c'est un boulot, je pense, qui est passionnant, qui est rémunérateur quand on arrive à se faire repérer. Donc, c'est pas un boulot ingrat de ce point de vue-là. Et puis, c'est un boulot où, quand on aime apprendre, ce qui semble être ton cas, Magali, tu aimes apprendre les choses, bah, il y a de quoi se faire plaisir. Ouais. Parce qu'en plus, c'est ça, si on reparle de l'écosystème avec le site web comme pivot, en fait, on peut ne jamais finir, hein. C'est sur son thème, on peut décider donc d'écrire un bouquin, de faire la conférence en anglais, de faire un jeu, pourquoi pas un jeu de plateforme, de Mm. créer des ateliers qu'on va vendre après les conférences, d'avoir sa formation en ligne, d'organiser des séminaires sur le sujet, de former des formateurs pour déployer, etc. Enfin, il y a pas de limite, hein. Il n'y a pas de limite. C'est votre imagination, la limite. Après, tout ça représente souvent du travail, mais parfois des gros revenus, enfin des gros succès. On a croisé là, c'était où cette année? C'était à Bali. Comment j'ai pu oublier ça? En Oui. septembre, on était à Bali avec des conférenciers et c'était le gros congrès international des conférenciers professionnels. Il y a des mecs qui ont des badges 1 million de dollars, hein. Il y a des mecs qui font 1 million de dollars de conférences par an, certifiés, hein. Donc, évidemment, c'est pas que 1 million de dollars sur scène, c'est l'écosystème qu'on évoque là, qui va générer. Et puis, il y a des salariés derrière, les mecs ne sont pas tout seuls. Mais on peut très bien décider qu'au départ, voilà,
fait un peu son truc dans sa start-up, dans son garage, mais hello, salut Mathilde. Mais à la fin, se retrouver avec 7-8 personnes qui travaillent avec vous et puis générer vraiment enfin, une belle activité, quoi. Donc, welcome. Et en effet, il y a des formations, donc on pourra se contacter. Je te ferai, si tu veux, je te mettrai en contact avec Franck et Vincent. Ils te raconteront tout ça, la façon dont ils accompagnent les conférenciers sur, je pense que le travail principal, quand on est déjà à l'aise et qu'on a envie de monter sur scène, c'est le travail d'écriture pour que la conférence elle ait vraiment de la gueule, quoi, et Mm. que le conférencier soit fier de faire cette conférence, quoi, qu'il ait l'impression de ne pas perdre son temps et de ne pas vendre des poils sur un œuf, quoi. Il apporte vraiment un service aux gens qui l'écoutent, quoi. Ça, c'est intéressant. Donc, il m'avait dit qu'il passerait peut-être une tête à mes deux complices là, ce soir, mais ils étaient un peu sur la route tous les deux, chacun de leur côté, donc je ferai la mise en relation. Est-ce qu'on a épuisé le sujet et que il est Merci temps de, beaucoup. il est temps de se faire une tisane et au lit? Soirée Maigret. Non, de manger d'abord. Parce que alors, moi, j'ai pas eu le temps. J'ai anticipé, j'ai mangé à 6 heures, Ah non, moi, Ah, j'ai... à l'anglaise. Ah ouais, non. C'est meilleur pour Ah, la digestion. tu sais que tu as le droit de manger pendant les causeries, hein. C'est pas interdit, hein. C'est gentil, mais là, je suis arrivée comme une dingue de mon cours de danse et voilà. Donc, je peux pas, j'arrive pas à tout faire. Ah, c'est avec toi qu'on a on peut échangé pas tout sur le faire. sujet des cours de danse aujourd'hui. Ouais, ouais. Ah ouais, le lundi soir, normalement, c'est danse. Bah, c'est bien, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Je chante, je danse, Ouais. On est Hum. tous très flattés, alors dit. Euh, donc, le mois prochain, on parle bouquin, alors? Ok, promis. Alors, quelle date le mois prochain? Ah ouais, 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 Bah, Alors, tu un tapes, lundi. tu Un tapes lundi, sur, ça j'ai compris. c'est un lundi soir, mais tu tapes sur mon point faible, Magali, c'est Oui, que j'ai décidé de ne plus avoir de rendez-vous ou très peu. Donc, je Ah n'arrive ouais, mais alors pas, moi, c'est... je n'arrive pas à avoir. Donc, je gère les agendas de mes conférenciers, mais pas le mien. Ah, Et de temps en temps, je me dis, mais j'ai pas fait de causerie. Bah, typiquement en octobre, j'en ai pas fait. d'accord. Et donc après, je me dis, voilà, alors, c'est quand? Et donc, bon, promis, j'essaye d'anticiper un peu et de communiquer la date. Ouais. Mais le problème, c'est que moi, j'essaye de garder le maximum de flexibilité pour mes déplacements, pour aller ou assister des gens ou suivre des conférences. Et donc, Hum. si je dis bah, lundi et qu'après, je vous dis, ah bah non, tout compte fait, ce sera pas ce lundi-là, mais celui d'après, mm, ça crée aussi du stress. Donc, mais en même temps, voilà, j'enregistrerai promis et Et puis c'est le lundi. Ok. je donnerai la replay. Ouais, c'est le lundi parce que c'est quand même le jour où la plupart du temps je suis au calme, le lundi soir. Oui, il y a moins d'engagement. Le Oui. reste de la semaine, souvent, je suis un peu en vadrouille. Et le lundi soir, je suis souvent, parfois dans une chambre d'hôtel, mais plutôt au calme. D'accord. Bon. Sinon, Eric, il y a un lundi 2 décembre, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Ouais, mais bah, celui-là est très compliqué pour moi. Le Et 2, bon, 3, 4, 5, c'est Bon. c'est une semaine dure. On aurait dit le 9, par exemple. je l'aurais tenté. Mais Si ce n'est 2, ce sera le 9, c'est ça. Parce qu'après, je serai en vacances probablement. Ah bah, c'est l'Immaculée Conception, alors forcément, ça ne peut être que Pas bien. mal, c'est pas mal. Hein, quand même. Bon, promis, j'essaie de proposer le 9. Ok. Je regarderai mon agenda. Ouais, je vais le noter. Bon, merci pour votre présence, pour tous ces échanges. bah, merci à toi. J'espère que Ouais, vous merci. avez récupéré autant de plaisir que moi Oui. avec tout ça. Et puis, plein d'infos pour vous aider, autant que vous Ouais. en avez au moins. Et puis, je vous souhaite une belle nuit. Et puis, à bientôt sur les Ouais, réseaux. bah, belle soirée à À tout le monde. bientôt. À Merci bientôt beaucoup de beaux Plaisir. et échanges. merci Salut! Au revoir. Ciao, ciao. Bye bye. beaucoup. Au revoir tous. Au revoir.